d'accord. Et également, ça va pour vous aider, on va la retrouver mais sous le sol. Je sais pas si quelqu'un a trouvé un petit peu ce qu'on cherchait. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on croit en fait. Je vais vous le montrer en photo. Donc, c'est une petite bête qui ressemble un petit peu à une crevette. C'est ce qu'on appelle la corophylle, qui vit en fait sous la terre. Je suis le plus commun des crabes sur les rivages. Voilà. Donc, en effet, c'est le crabe. Il y a 3 segments, donc 3 segments pour le mâle et 4 segments pour la femelle. Donc c'est comme ça qu'on les différencie un peu. C'est ce qu'on appelle la coque. Vous avez tous trouvé ça, c'est bien. Super. C'est aussi le moment où les enfants peuvent patauger dans la boue sans qu'on leur dise quoi que ce soit. En Picardie, c'est des siècles derrière nous de sculpteurs. Les hommes sculptaient beaucoup. Et c'est l'arrivée du plastique dans les années 60, 1962-63. Les Italiens vont envahir la France et l'Europe de leurs canards en plastique. Nos pères sculpteurs vont ranger leurs outils. Et en 98, nous allons redémarrer cette idée de sculpture. Donc on perpétue cet art populaire. Dans la région, l'outil de base, c'était la râpe. Et quand tu vois des lamidelles, des loloris, etc., ils travaillaient à la râpe. Donc c'est pour ça, moi, comme on fait une blette picarde aujourd'hui, c'est pour ça que j'utilise la méthode à la Delory et à la Mignon. Bon, on va respecter les anciens, on va travailler à la râpe. J'ai repris étape par étape comment on allait arriver à obtenir un oiseau fini en partant d'un simple morceau de bois comme ceci. Ici, tu sais que tu as tracé ton axe, donc le milieu de l'oiseau est là. On a toujours un volume, c'est simple, il n'y a aucun problème, l'oiseau est déjà dedans. Donc il suffit d'aller le chercher. Derrière une digue de galets s'étendent des lagunes abritées, où les limicoles peuvent se reposer en paix. Dans un festival, on n'est pas là forcément pour encourager des sociétés établies. On peut aussi donner un coup de pouce à des jeunes talents émergents. Je pense qu'on peut aussi aller chercher. Donc, à qualité égale, je préférerais privilégier justement quelque chose d'émergent. De plus en plus d'apiculteurs inquiets témoignent, faisant état de disparition soudaine de millions d'abeilles. Plus étrange encore, les insectes prédateurs qui envahissent habituellement les colonies à la recherche de miel et de pollen n'approchent pas ces ruches. J'ai vu des films français qui sont là, c'est des films qui souffrent justement d'un phénomène franco-français, d'un manque de financement international. Donc, et face à des géants anglo-saxons, on a un petit peu de mal. Et entre les deux, il y a les films autrichiens et allemands qu'on retrouve. Des gens qui partent sur le terrain, il faut absolument qu'ils ramènent quelque chose. Donc c'est très bien léché au niveau des images, mais bon, l'histoire elle n'est pas forcément là en fait. La production totale de ce film, temps de préparation inclus, est supérieur à 3 années. Et un temps réel de tournage qui s'étale sur 2 années complètes. Le principe du film, le principe de Laurent Charbonnier, qui est un opérateur animalier, réalisateur connu et reconnu, c'est avant tout quelqu'un qui veut tourner sans déranger les animaux, sans être dans un milieu très naturaliste. Être moins visible possible pour ne pas perturber le comportement naturel des animaux. Quand vous avez des séquences où ça nécessite de la machinerie, de mise en place particulière, on avait jusqu'à 10 à 15 personnes sur le tournage. Maintenant, en équipe technique réellement qui ont travaillé ensemble sur le tournage, on va arriver à une cinquantaine de personnes.
Chaque plan de ce film, on est allé le chercher avec des heures et des jours et des jours et des jours de travail. C'est une passion. Nous avons plus de 700 papillons qui sont exposés intégralement dans la salle d'exposition avec des spécimens tout à fait exceptionnels, notamment les plus grands papillons du monde qui viennent de Guyane, les papillons magnifiques, très beaux bleus qui sont de la famille des Morphos et également les papillons que l'on appelle les papillons hibou qui sont tout à fait remarquables. Donc, cette exposition consacrée aux papillons est développée par des artistes. Donc, ici, vous avez des aquarelles et des dessins à la mine de plomb d'une artiste qui s'appelle Sylvie Mercier de Flandre, qui est aquarelliste. Donc, derrière moi, les œuvres de Jean-Christophe Vincent, qui a déjà participé au Festival de l'Oiseau et de la Nature. Il nous propose ici des œuvres tout à fait exceptionnelles, alors des photographies impressionnantes par le détail. Il ne faut pas oublier également le message que l'on doit transmettre aux générations à venir. Les limaces sont à l'affût de la moindre jeunesse végétale. Existe-t-il de meilleur et de plus tendre qu'une jeune feuille de laitue ou de petits pois? Et donc l'idée de faire un film sur le potager, ça faisait quand même plusieurs années que j'essayais de le présenter aux chaînes de télé, et on m'a répondu dans une des chaînes, on m'a dit qu'est-ce que c'est que ton truc du bio, c'est une affaire de bonne femme. Donc ça a changé puisque quand on sort par la porte dans ce métier, il faut vite revenir par la fenêtre. Donc je suis revenu avec le film écrit d'une autre manière, en se positionnant du côté des légumes avec les animaux, donc une grosse part animalière. Et comme les dégâts causés aux fenouilles n'affaiblissent que très peu la partie comestible du légume, et comme les macarons sont des papillons protégés, Annick ne se permettrait jamais d'éradiquer ces superbes chenilles de son potager. Lorsqu'on met un ppm de pesticide dans l'environnement, l'oiseau ou l'insecte qui mange le pesticide en a 100 ppm, et puis on a une progression géométrique qui va très loin. L'œuf de l'oiseau en contient 30 000, et généralement c'est un œuf stérile. C'est cette progression que les scientifiques ont pu démontrer qui explique l'énorme toxicité en bout de chaîne. Les jeunes pousses sont vraiment délicieuses, crues. C'est surtout la feuille qui est intéressante. Alors évidemment comestible, à la fois la tige et la feuille. Faut pas mal, hein. Si vous souhaitez cueillir, c'est bien de partir avec des gens dans un premier temps qui connaissent. C'est quand même une façon d'aborder le sujet qui est plus facile. Quand on voit la plante, c'est plus facile que quand on a un bouquin. Je les découvre complètement parce que je ne connaissais effectivement que la salicorne. J'entends parler de salicorne. Donc héliophile qui aime le soleil et halophyte qui aime le sel. Voilà, ce sont les deux caractéristiques principales des plantes maritimes. On a donc 3 plats. On a en entrée une salade, en plat une terrine et ensuite un dessert. Alors, je vous propose qu'on se répartisse en 3 groupes. J'ai le groupe critique. Ça fait maintenant 5 ou 6 ans qu'on vient en baie de Somme et on a fait pratiquement toutes les balades découvertes qui étaient possibles à faire et jamais nous avons été déçus. On a toujours fait des balades différentes et on a toujours eu beaucoup de plaisir à ces différentes balades. Donc j'encourage les gens à poursuivre et à venir. Je découvre plein de plantes marines, comestibles. Alors là, je suis ravie parce que nous avons déjeuné et nous avons apprécié toutes les saveurs nouvelles, insolites.
La thématique est donc la biodiversité à travers le monde. Et cette expo regroupe le travail de 5 photographes professionnels. Là, en l'occurrence, c'était un jeune héron donc, qui essayait de provoquer donc, une buse qui mangeait tranquillement une petite proie. Buse qui était déjà dérangée par une corneille noire. On a un affût que l'on a monté avec des copains donc, qui est installé à demeure, à ras du sol, et qui permet d'observer dans d'excellentes conditions et sous un angle très particulier donc, les oiseaux qui évoluent à cet endroit-là. Il fait relativement froid, c'était une semaine de prise de vue où il faisait entre -5 et -10. Et j'y ai passé quasiment toute la semaine, tous les matins. C'est une découverte permanente, et même sur des espèces qu'on connaît bien, on en apprend toujours, et c'est toujours un émerveillement face à des choses qui sont issues de l'évolution de millions d'années. 2 images, celle-ci me paraît plus intéressante dans le sens où le premier plan est moins important, et puis celle-ci qui est très caractéristique, qu'on va reprendre sur Photoshop. Alors l'après-midi a été assez instructif, me semble-t-il, parce qu'on est arrivé par un temps très gris. Puis voir cet ensemble, moi personnellement, je me suis dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir sortir de cette grisâtre. Et puis alors progressivement, avec l'aide de notre maître, on s'est aperçu que l'on pouvait faire des gros plans sur tel ensemble de galets ou telle matière et essayer d'harmoniser un peu. Des formes, des couleurs qui nous rappellent des visages, des formes étranges, et qui, mis en situation donc, dans le contexte environnemental déterminé, vont nous permettre de réaliser des tableaux quelquefois abstraits, quelquefois un petit peu imaginatifs. Jusqu'à présent, je n'ai pas du tout travaillé cet aspect. Donc il y a une forme de poésie dans ce genre de photos que l'on peut rechercher. Le parc, il a vu le jour en 1973. Donc pour un site qui aujourd'hui est un site naturel, c'est très très jeune. Donc le parc, il a plutôt si on veut imaginer les choses, plutôt un rôle d'hôtel. Elle est toute seule, on n'est pas sur l'axe de migration des grues cendrées. Donc on en voit occasionnellement. Tiens, regarde, l'allée là. Voilà, c'est ça. Donc c'est quoi tous les oiseaux? Ah oui, je voudrais le voir. Vous pouvez redire le nom? La mouette mélanocéphale. Merci. Elles sont toutes en train de dormir. Il est entre le cygne et la berge. La foulque, elle a un carré blanc sur le nez. C'est-à-dire les hérons, ils se confondent avec les branches, on a du mal à les voir. Le héron biorot, il est très très rare à voir. Il est fort craintif, c'est exceptionnel de le voir.